Errol est un jeune garçon qui vit dans un monde fantastique où chacun reçoit une bénédiction, une classe, offerte par leur déesse. Cette classe détermine leur avenir, ce qu'ils deviendront adultes, et elle leur est révélée le jour de leurs 10 ans. Aujourd'hui, c'est le grand jour d'Errol. Il a 10 ans et va recevoir sa classe. Ses parents et sa sœur sont ravis, rêvant de la classe incroyable qu'il aura, mais lui, il semble complètement désintéressé par ce système. Après le petit déjeuner, il se dirige rapidement vers l'église où un prêtre se tient près d'un autel, touchant de jeunes garçons, ce qui est, je suppose, une constante universelle dans tous les mondes. Il commence à révéler à chaque enfant sa future classe, certains devenant forgerons, d'autres chefs cuisiniers. La sœur d'Errol lui explique que les classes sont aussi influencées par celles des parents, donc il obtiendra sûrement quelque chose de vraiment génial. Quand le tour d'Errol arrive, il s'avance vers le prêtre. Tandis que tout le monde commence à murmurer avec excitation, se demandant quelle classe légendaire ce garçon obtiendra, sa mère étant une sainte de l'épée et son père un archimage. Le prêtre lui-même est ravi de l'occasion de toucher un autre garçon. Mais quand il presse le front d'Errol, cela le déconcerte car rien ne se passe. Il finit par regarder Errol avec pitié et lui annonce qu'il est né sans classe. Quelques jours passent et les parents d'Errol tentent de lui remonter le moral en lui disant qu'il n'a pas à s'inquiéter de trouver un emploi et qu'il pourra toujours vivre éternellement dans leur sous-sol. Mais Errol ne s'inquiète pas vraiment pour lui-même. Il dit à sa famille qu'il n'est pas déprimé, affirmant qu'il pratique l'art de l'escrime depuis son enfance. Il a perfectionné ses compétences jour après jour, et bien sûr il lui aurait été bien plus facile de progresser s'il avait obtenu la classe d'épéiste. Mais même sans cela, il peut se faire une place dans le monde grâce à l'entraînement intensif avec sa mère surpuissante. Sa famille est soulagée, et alors qu'il s'éloigne pour être seul, il entend un grand bruit venant du terrain d'entraînement. Là, il remarque deux gars s'entraînant au combat, et même si leur base semble faible, le simple fait d'être béni par la classe d'épéiste semble suffire à en faire des combattants capables. Il remarque Errol, qui les observe, et lui demande pourquoi il est là. Errol répond qu'il est venu s'entraîner, ce qui les fait rire. Ils affirment qu'un gars sans classe ne peut jamais s'entraîner avec un véritable épéiste, et démontrent leur capacité en se frappant mutuellement avec leurs épées. Errol, cependant, n'est pas impressionné, et leur demande s'ils aimeraient s'entraîner avec lui. Les garçons pensent qu'Errol plaisante, mais acceptent un match. Avant que le match ne puisse commencer, le garçon demande à Errol s'il a au moins une protection divine. Contrairement aux classes, chacun naît avec une protection divine dès la naissance, une sorte de barrière qui les protège du mal, mais elle peut s'épuiser ou être brisée par quelqu'un de bien plus fort qu'eux. Errol hoche la tête, confirmant qu'il a cette protection, ce qui signifie que le garçon peut maintenant se donner à fond sans craindre de le tuer. Errol, cependant, lui dit qu'il n'a pas besoin de protection divine pour battre des gamins comme lui, ce qui met le garçon en rage, qui fonce sur Errol et frappe fort avec son épée. Errol parvient facilement à parer l'attaque, ce qui choque le gamin qui commence à brandir ses épées sauvagement vers lui, mais Errol réussit à bloquer et à dévier chaque attaque lancée contre lui. Le garçon commence à désespérer et son ami intervient par derrière pour abattre Errol, mais celui-ci est trop rapide et s'écarte à temps. Il réalise que comparé à sa mère, ces garçons ne sont rien face à lui, alors 2 contre 1 pourrait faire un meilleur match. Sur ce, il se précipite vers eux et assomme l'un des garçons d'un coup de pommeau au menton, tandis que l'autre perd l'équilibre après avoir trébuché sur son ami et tombe. Tous deux commencent à pleurer l'injustice comme de mauvais perdants, quand soudain un garçon aux cheveux roux entre dans l'arène et dit aux 2 idiots de se taire comme si c'était un champ de bataille. Il serait déjà mort. Errol ne le reconnaît pas, mais le garçon aux cheveux roux semble le connaître, car il s'approche directement de lui et le défie en duel. Il affirme qu'Errol n'a réussi à vaincre ces 2 nuls que parce qu'il possède une capacité innée de sa mère, la Sainte de l'Épée, mais comme il est un perdant sans classe, il ne pourra jamais se tenir devant quelqu'un qui a une classe et une formation de base. Le garçon aux cheveux roux leur dit finalement qu'il est le fils du capitaine Evans, le chef des gardes du village. Errol se souvient soudain du capitaine quand il est venu demander de l'aide à sa mère, mais le garçon ne ressemble même pas de loin à l'homme robuste qu'il a vu. Le garçon se lamente sur le fait que la mère d'Errol est toujours considérée comme la plus forte, même si son père est aussi un épéiste expert. Alors, pour montrer enfin quelle famille est la meilleure, il va vaincre Errol dans un combat. Ils prennent tous deux leur position, et le match commence enfin. Le garçon aux cheveux roux lance immédiatement l'attaque, essayant de porter un coup décisif le plus vite possible, mais Errol s'entraîne avec sa mère depuis toujours et possède une défense très solide également. Leur vitesse est impressionnante alors qu'ils traversent donc le terrain d'entraînement en s'attaquant mutuellement, ce qui laisse les 2 gamins stupéfaits au sol.
Errol réalise que même si le garçon aux cheveux roux est bien plus fort que les deux autres idiots, il utilise sa colère pour se battre, ce qui le rend négligent. Errol cherche une ouverture avant de se lancer. Mais le garçon aux cheveux roux est prêt et utilise ses coups aériens spéciaux. Errol parvient à en bloquer un, mais l'autre le frappe à la poitrine, le projetant au sol. Errol est pris par surprise et demande quel genre de ruse c'était, mais le garçon aux cheveux roux affirme que c'est une compétence qu'un perdant sans classe comme lui ne pourra jamais apprendre. Quelques jours se sont écoulés depuis cette défaite, mais un nouveau feu s'est allumé en Errol. Il entre dans la forêt avec son épée et commence à s'entraîner seul sur une cible factice. Et après d'innombrables tentatives, il parvient enfin à reproduire la double entaille qu'il avait vaincue la dernière fois. Avant même qu'il ne puisse célébrer, un gobelin l'embusque en sautant des buissons. Mais ce n'est pas un adversaire pour lui, car Errol se retourne, déchaînant sa technique de double entaille, qui fait immédiatement tomber le gobelin au sol. Il est excité par sa technique nouvellement apprise, quand soudain un énorme rugissement éclate du plus profond de la forêt, secouant Errol jusqu'à l'âme. Il décide immédiatement de retourner au village pour alerter les gardes, mais il entend aussi le cri d'un garçon, ce qui l'arrête net. Il réalise que le garçon pourrait être en difficulté et qu'il sera trop tard quand les gardes arriveront, alors il décide d'aller lui-même dans la forêt. Il marche tranquillement un instant quand il aperçoit enfin un garçon blessé qui s'avère être le même roux qu'il avait vaincu à l'entraînement. Le garçon semble complètement battu, saignant de tout son corps, tenant son épée levée vers son ennemi qui s'avère être un énorme hobgoblin. Même Errol n'en a jamais vu en vrai, car il ne s'approche jamais du village. Il se demande s'il devrait courir chercher de l'aide, car il ne sait pas s'il est assez fort pour vaincre le monstre, mais il réalise que le garçon aux cheveux roux mourrait à coup sûr s'il partait. Errol se décide enfin et se faufile derrière le hobgoblin, et juste avant que le monstre ne puisse achever le garçon aux cheveux roux, Errol déchaîne une puissante double frappe qui transperce le gobelin, le tuant immédiatement. Le garçon est choqué de voir le hobgoblin mort au sol, mais plus encore, il est choqué par le fait qu'Errol ait réussi à utiliser une attaque qu'il n'avait apprise qu'après des années d'entraînement et le coup de pouce de sa classe. Errol donne au garçon de l'eau bénite pour qu'il se rétablisse, et immédiatement après, le garçon demande à Errol comment il a réussi cela, et Errol répond que son attaque n'a rien à voir avec le fait d'avoir une classe, car n'importe qui avec suffisamment d'habileté, de vitesse et de puissance peut la reproduire. Il explique qu'après avoir perdu face à ses doubles entailles auparavant, Errol l'a analysé de près et s'est entraîné encore et encore pour en comprendre les bases. Alors maintenant, il peut moduler l'attaque comme il le souhaite. Le garçon n'est toujours pas convaincu et défie Errol en match, ce qui est volontiers accepté. Ils se tiennent tous deux l'un en face de l'autre et utilisent leurs capacités en même temps. À la surprise du garçon, non seulement Errol a réussi à bloquer son coup, mais il a aussi ajouté une troisième entaille qui frappe le garçon et le projette au sol. Le fils du capitaine est furieux, mais Errol explique qu'il n'est lié par aucune compétence ayant des limitations, donc sa seule limite est sa puissance et son habileté. Ce qui signifie qu'il peut ajouter autant de coups qu'il le souhaite s'il est assez bon. Le garçon se remet sur pied et engage un autre combat rapide, mais cette fois encore, il est touché par la troisième entaille, plus forte qu'avant. Il est de nouveau projeté au sol, tandis qu'Errol revendique la victoire et s'en va. 5 années entières s'écoulent depuis ce jour, et Arfinalil décide de partir en voyage pour Brescia, le royaume réputé pour son escrime. Sa mère ainsi que le capitaine Evans ont tous deux reçu leur entraînement de Brescia, et Errol veut être le meilleur des meilleurs, tout comme eux. En chemin, il est accompagné de quelques étrangers, dont 2 épéistes de haut calibre. L'homme possède la classe de barbare, tandis que la femme est réputée pour sa classe de maniement à 2 armes. Tous deux veulent aussi perfectionner leurs compétences par Brescia, mais ils ne semblent pas s'entendre et sont toujours à couteau tiré. Le conducteur de la charrette leur dit de se calmer car ils vont tous au même endroit, mais l'homme est trop misogyne et veut renvoyer la femme à la cuisine. Avant qu'ils ne puissent discuter davantage, le conducteur de la charrette leur crie de préparer leurs épées, car ils ont des ennuis. Errol lève calmement les yeux et aperçoit une horde d'orques avec leur énorme chef, bloquant leur chemin, sans aucune intention de les laisser partir vivants. 2 des enfants dans la charrette ont peur et demandent au barbare de les sauver, mais le barbare, fidèle à son nom, est un parfait crétin et un lâche qui affirme qu'il n'est pas prêt à risquer sa vie pour quelqu'un d'autre et saute de la charrette avant de s'enfuir. La femme le suit, affirmant que chacun est seul dans ce monde. Le conducteur de la charrette s'inquiète, se demandant s'il peut distancer la horde avec sa charrette et les passagers. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Errol descend de la charrette sans un mot et commence à se diriger vers les monstres. Le conducteur lui dit de reculer et de fuir pour sa vie, mais Errol l'ignore simplement avant de foncer
vers le premier orc et de le poignarder au cœur. Le conducteur est choqué par son incroyable vitesse et précision, tandis qu'Erol utilise simplement la transmission instantanée et continue de disparaître et d'apparaître devant les orques, les abattant un par un. Malheureusement, il se retrouve encerclé par une horde d'orques de tous les côtés, ce qui signifie qu'il ne peut plus vraiment utiliser sa compétence de dash, mais à la surprise du conducteur, Erol utilise une technique légendaire connue sous le nom de danse des lames, où il tourne sur lui-même comme un fou, abattant tout le monde d'un seul coup. Le conducteur de la charrette ne comprend pas comment Erol peut utiliser cette compétence, car elle n'est utilisée que par les épéistes de la classe princesse de l'épée, et ce sont toujours des femmes. Erol cependant n'est pas lié par les normes de genre, car il veut faire partie de la communauté LGHDTV, alors il court vers le chef orc, esquivant son attaque avec expertise avant de sauter sur lui et d'enfoncer son épée profondément dans le crâne de l'orc, le tuant immédiatement. Il retourne finalement vers le conducteur choqué et lui dit de continuer le voyage vers Brescia. Tandis que l'un des enfants demande à quelle classe il appartient, il répond simplement qu'il n'a aucune classe, ce qui choque complètement tout le monde. Il se souvient comment, 5 ans auparavant, lorsqu'il a montré à sa mère la nouvelle compétence de double lame qu'il avait apprise, elle a cru qu'elle imaginait des choses, mais quand Erol lui a dit qu'il s'entraînait à reproduire n'importe quelle compétence qu'il voyait, elle était folle de joie et a promis de lui enseigner toutes les compétences utilisées par la classe princesse de l'épée. De retour au présent, il est réveillé par le conducteur qui lui dit qu'ils ont atteint Brescia, la terre des épées. Erol descend de la charrette et voit le centre-ville inondé de gens avec des épées attachées à leur taille. Erol se tourne vers le conducteur et lui demande s'il est un épéiste de niveau avancé. Au début, le conducteur affirme qu'il n'est qu'un charretier, mais Erol sait que seuls les bons épéistes peuvent identifier les mouvements qu'il exécutait sur le champ. Le conducteur de la charrette admet qu'il est de la classe des chevaliers sacrés, ce qui est une très bonne classe, mais il s'ennuie de tant combattre, alors il préfère parfois se détendre et se reposer en faisant semblant d'être un conducteur normal. Le chevalier sacré réalise que c'est probablement la première fois qu'Erol est en ville et lui dit qu'il doit d'abord trouver une guilde pour lui-même, car sans guilde, il ne pourra participer à aucun tournoi. Et dans cette ville, combattre et gagner les tournois est le principal moyen pour les épéistes de prouver leur valeur et de gagner de l'argent. Erol répond qu'il ne se soucie pas de l'argent, mais qu'il veut affronter le plus fort épéiste que cet endroit puisse lui offrir. Le conducteur lui dit de se méfier des guildes corporatives toxiques, car elles peuvent vous aspirer l'âme, et pas de la bonne manière. Sur ce, le conducteur fait demi-tour et part, tandis qu'Erol entre dans la ville, observant toutes les différentes personnes annonçant leur guilde, embauchant des gens et des épéistes, faisant la queue pour tenter leur chance pour les meilleures guildes. En chemin, il tombe sur une blonde de basse extraction qui s'accroche immédiatement à lui comme une folle, lui disant qu'elle est membre d'une guilde célèbre et veut qu'il les rejoigne. Erol se méfie immédiatement d'elle, car elle semble très désespérée de trouver des membres, alors il refuse. La roturière cependant ne le laisse pas tranquille et continue de le harceler pour qu'il rejoigne leur guilde encore et encore. Mais Erol n'est pas un simplet et continue de refuser. Il lui demande quelle est la guilde la plus forte ici et elle répond à contre-cœur que la guilde Lame de l'Ombre est l'une des plus fortes actuellement car elle compte 8 épéistes de classe. Il lui demande les directions et se dirige immédiatement vers la guilde. Il est arrêté en chemin par le garde qui le dirige vers la réception pour le test. À la réception, il trouve une énorme file d'épéistes en herbe, désireux de tenter leur chance pour entrer dans la célèbre guilde, ce qui excite également Erol, qui se demande quel genre de personne incroyable il devrait affronter. Mais quand son tour vient de s'inscrire, la réceptionniste se moque de lui parce qu'il est un perdant sans classe, affirmant que seules les personnes ayant une classe d'épéiste avancée peuvent postuler aux épreuves de la guilde. Erol affirme qu'il est sûr de pouvoir réussir leur épreuve, mais la réceptionniste refuse de l'inscrire. Attristé par cela, il décide de partir quand il aperçoit 3 épéistes de rang A entrer dans la salle, qui sont immédiatement traités comme des célébrités. Il ne se soucie pas vraiment de la mise en scène et se tourne immédiatement vers d'autres guildes, mais une par une, il est rejeté par toutes sous prétexte qu'il n'a pas de classe. Fatigué, il retourne en ville, sortant la lettre que sa mère lui avait donnée et lui avait dit de trouver son ancienne guilde car il l'aiderait sûrement à trouver quelque chose. Quelque chose. Il se demande si sa mère savait qu'il aurait autant de problèmes, mais il est néanmoins reconnaissant. Avant même qu'il ne puisse lire la lettre, la blonde de basse extraction s'accroche à lui une fois de plus, affirmant qu'ils sont toujours prêts à l'accueillir, mais Erol refuse à nouveau. Elle commence littéralement à le supplier de rejoindre la guilde, lui disant de le faire par charité et pointe du doigt une magnifique maison de guilde, affirmant que c'est sa guilde. Cela surprend un peu Erol, mais la roturière répond que leur guilde, connue sous le nom de Croc du Dragon, a été la meilleure du pays pendant très longtemps, mais que dernièrement elle est tombée en ruine et qu'actuellement ils sont les plus faibles. Le nom Croc du Dragon lui dit soudain quelque chose, car il se souvient que sa mère lui avait parlé du chef de sa guilde,
un épéiste maniant 2 armes, qui avait nommé la guilde Croc du Dragon d'après son mouvement spécial. Il sort rapidement la lettre pour chercher le nom, et c'est en fait la guilde dont sa mère parlait. Il décide d'entrer avec elle, ce qui la rend très heureuse. Mais au moment où ils entrent dans la pièce, il trouve un vieil homme ivre avec un seul bras sur le canapé. L'homme dit à Hérold d'aller ailleurs car cette guilde est condamnée, et s'en va, tandis que la roturière lui dit qu'il est son père, qui était le 2e meilleur épéiste de la ville, mais depuis qu'il a perdu son bras, il n'a plus jamais été le même. Hérold la surprend cependant en disant qu'il veut rejoindre la guilde. Cela rend la roturière très heureuse, et elle rédige rapidement un accord qu'Hérold remplit et lui rend. Elle le lit avant de demander pourquoi il a laissé la colonne de la classe vide. C'est alors qu'Hérold répond que c'est parce qu'il n'a pas de classe. La roturière s'énerve et sort une épée, affirmant qu'elle pensait qu'il pourrait être un épéiste de classe avancée puisqu'il se faisait si désirer. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, la porte s'ouvre et une beauté rousse, nommée Ray, entre dans la pièce. La roturière court immédiatement vers elle, pleurant que cet idiot sans classe l'a trompée pour qu'elle rejoigne la guilde. Cela attire immédiatement l'attention de Ray, et elle regarde Hérold, affirmant qu'elle n'aurait jamais pensé le voir ici. Hérold est confus et demande comment elle le connaît, et Ray semble surprise, affirmant qu'ils venaient du même village et s'étaient entraînés ensemble. Cela ne lui dit toujours rien, mais finalement, il réalise que le garçon aux cheveux roux qu'il avait combattu tant de fois auparavant n'était en fait pas un garçon, mais une fille. La roturière connaît aussi l'histoire, et demande à Ray si c'est le gars sans classe qui l'a vaincu quand elle était jeune, car elle a toujours pensé que cette histoire était un mythe. Ray cependant est toujours bloqué sur cette défaite, et défie Hérold en match immédiatement. Le combat commence, et Ray utilise immédiatement l'attaque de double entaille, qu'Hérold pense pouvoir contrer, mais à sa surprise, les coups de Ray traversent les siens et le frappent directement à la poitrine. Cela le déroute, mais Ray révèle qu'elle possède la classe d'épéiste de puissance, c'est pourquoi elle est capable d'utiliser une épée 5 fois plus lourde qu'une épée normale, ce qui signifie qu'elle a 5 fois plus de puissance dans chaque coup d'épée. Hérold est impressionné par le fait qu'elle ait conservé sa vitesse même après avoir utilisé une épée plus lourde, mais cette vitesse n'est rien face à la sienne. La prochaine fois qu'elle attaque, il crée une image rémanente de lui-même, ce qui distrait Ray pendant qu'il apparaît derrière elle et la frappe dans le dos. Ray est confuse et essaie à nouveau, mais le résultat est le même. Elle n'arrive pas à croire qu'Hérold utilise une technique qui n'est employée que par les épéistes les plus avancés, tandis qu'Hérold réalise qu'elle est trop résistante pour être abattue avec ses attaques normales. Ray le sait aussi et essaie de mettre fin au combat avec ses coups lourds, mais Hérold utilise le contre-signature de sa mère, ce qui met Ray à genoux, et le combat est terminé ainsi. Sur ce, le comportement de la roturière change complètement, et elle l'accueille une fois de plus dans leur guilde et lui dit que leur guilde est actuellement lourdement endettée. Pour sortir de l'endettement, ils devront participer au tournoi et combattre en groupe de 3 contre d'autres guildes qui auront leurs 5 membres en équipe. Hérold est cependant excité à l'idée d'affronter de puissants adversaires et attend avec impatience l'occasion de perfectionner encore plus ses compétences. Le lendemain matin, Hérold se réveille, dans sa propre chambre, dans un nouveau lit qui lui appartient désormais. Il lui faut un petit moment pour se souvenir de tout ce qui s'est passé depuis son arrivée ici. Il fait maintenant partie de la même guilde légendaire avec laquelle sa mère travaillait également, ce qui représente une chose très importante pour lui, une véritable fierté. Il décide donc de ne pas la décevoir et de rendre cette guilde à nouveau grande et respectée. Il se rafraîchit et entre dans le salon où Loli et Ray sont déjà levés, discutant près du feu des tournois à venir avec beaucoup d'enthousiasme. Loli entraîne immédiatement Hérold dans la conversation, affirmant que le tournoi va commencer la semaine prochaine et que, puisqu'ils ont maintenant 3 membres au lieu de 2, ils sont éligibles pour y prendre part, ce qui est une excellente nouvelle. Elle dit à Hérold que ce sera extrêmement difficile, car ce sera un tournoi à élimination directe avec des matchs en 1 contre 1, mais chaque guilde aura probablement 5 membres, ce qui les mettra dans un énorme désavantage. Ils devront donc vaincre plus d'un adversaire chacun s'ils veulent survivre au premier tour, une tâche ardue. La petite est cependant plutôt optimiste, affirmant que tout devrait bien se passer puisque leur guilde compte déjà 2 épéistes de rang B. Ainsi, à moins qu'ils ne se retrouvent à combattre un épéiste de rang A, ils devraient être à égalité dans les combats, ce qui est rassurant. Hérold est un peu nouveau à ce concept et demande ce que signifient exactement ces rangs. La petite explique qu'il y a 5 rangs au total, de A à D, où A est le rang le plus élevé atteignable, et que sur des milliers d'épéistes, à Brescia, seule une vingtaine sont considérés de rang A, ce qui est très exclusif. Alors que le rang D est celui d'un débutant complet qui sait à peine tenir une épée. Elle affirme fièrement qu'elle et Ray sont toutes deux des épéistes de rang B. Et puisque Hérold a réussi à vaincre Ray dans un combat loyal, cela signifie qu'il est aussi un épéiste de rang B, tout comme elle, ce qui est impressionnant. Considérant qu'ils ont 3 épéistes de rang B, ils devraient avoir de bonnes chances de passer les premiers tours, du moins.
Sur ce, la petite se dirige vers la cuisine, laissant Erol à ses pensées. Mais alors que Ray s'apprêtait à partir, il la retient et l'interroge sur ses capacités en tant qu'épéiste de puissance, avec curiosité. Elle semble toujours agacée par sa défaite d'hier, mais répond que l'une de ses capacités est de durcir son bouclier de mana externe pour la protéger de la plupart des attaques de faible puissance. Erol y réfléchit un moment, se demandant comment il pourrait apprendre une technique aussi précieuse, quand soudain, une idée lui vient à l'esprit. Une illumination. Il dit à Ray de le frapper avec son épée, toujours gainée. Ray lui répond qu'elle n'est pas intéressée, mais Erol lui prend la main, la suppliant de le faire. Mais Ray semble mal interpréter la situation, pensant qu'Erol a des désirs un peu particuliers, voire pervers. Mais elle n'est pas complètement opposée à l'idée, et lui dit qu'il devrait peut-être commencer par quelque chose Erol de ne plus respecte normal, pas la de méchante plus devant lui, conventionnel, pour réalisant éviter qu'ils tout pensent tous deux malentendu. à des choses différentes. Il clarifie qu'il veut qu'elle le frappe afin qu'il puisse apprendre à utiliser la compétence pour durcir son bouclier de protection de mana, ce qui serait le plus efficace en combattant plusieurs assaillants, car on est plus susceptible d'être touché dans de telles situations, une technique cruciale. Elle est choquée et lui demande s'il est devenu fou, car les compétences ne sont données que par la grâce divine de la déesse et ne peuvent être apprises. Mais Erol est maintenant athée et lui dit de se taire, car il a déjà appris des compétences comme la double entaille de l'âme et la transmission instantanée, ce qui prouve le contraire. Cela fait taire Ray, qui cède et décide d'essayer une fois. Il se rend sur le terrain d'entraînement où elle lui tend son épée, le prévenant que son arme est 5 fois plus lourde que n'importe quelle épée normale, ce qui est un défi de taille. Et sans la compétence de force brute, Erol ne pourra jamais la manier. Mais Erol fait taire la féministe une fois de plus en saisissant son épée, la dégainant et la balançant avec une grâce et une facilité surprenantes, défiant toutes les attentes. Ray est de nouveau sans voix, demandant comment diable il est capable de faire tout cela, sans classe et sans aucune compétence. Erol répond que tout ce qu'il a appris, il l'a appris par la dévotion et la pratique quotidienne, avec une persévérance admirable. Il jure d'égaler leur talent par un travail acharné et des efforts purs. Cela change le cœur de Ray, et elle s'excuse pour ses commentaires, avant de reprendre l'épée et d'accepter l'entraînement, mais en le prévenant qu'elle ne se retiendra pas du tout, ce qui promet des séances intenses. Erol accepte et tente de flirter, mais ce moment est passé, et la méchante le frappe au visage avec son épée gainée. Un peu plus tard, la petite arrive en courant sur le terrain d'entraînement, essoufflée et stressée, et dit à Erol et Ray qu'elle vient de découvrir la guilde qu'ils vont affronter, et ce n'est pas une bonne nouvelle du tout. Elle leur dit que le groupe qu'ils vont affronter n'est autre que les membres de la guilde de Pointe Blackblade, qui compte plus de 8 épéistes de rang A, menés par leur chef Géo, connu pour être aussi vicieux qu'une vipère. Mais la petite n'a pas l'intention de reculer non plus, et avec un discours enflammé, elle leur dit qu'ils feront de leur mieux pour vaincre leurs adversaires, coûte que coûte. Elle regarde ensuite Erol, qui est à terre, après avoir été malmené par Ray pendant la séance d'entraînement. La petite demande si Erol est mort, mais Ray répond qu'ils font juste un entraînement spécial. Cependant, la petite pense que Ray se défoule simplement de son stress sur le nouveau venu, ce qui est un peu cruel. Erol se lève enfin, affirmant qu'il a faim après avoir été tant battu et qu'il veut de la nourriture. Une semaine s'écoule pendant l'entraînement, et enfin, le jour de la compétition arrive. Des gens de tout le pays se rassemblent au Colisée, discutant du match, tandis qu'Erol est complètement époustouflé par l'immensité du lieu. Une vision impressionnante. La petite entend des gens affirmer que les crocs de dragon ont échoué lamentablement, ce qui enflamme son tempérament, mais Ray parvient à l'arrêter. Erol réalise que les gens parient aussi ici, misant de l'argent sur les équipes qui vont gagner, et la petite lui dit qu'actuellement les cotes pour leur combat sont de 20 contre 1, ce qui est très défavorable. Erol affirme que c'est assez impressionnant, mais la petite lui crie de se taire, car cela signifie que personne dans toute la ville ne croit qu'ils peuvent gagner contre la guilde de la Lame Noire. Mais cela peut aussi être une bénédiction déguisée, car s'ils parviennent à gagner, ils peuvent repartir avec des sommes considérables d'un seul match, une opportunité inattendue. Ray essaie de la calmer, mais elle est trop emportée, avec un feu ardent dans les yeux. Elle affirme qu'ils doivent gagner ce match coûte que coûte, car s'ils perdent, il n'y aura plus de guilde du tout, ce qui serait une catastrophe absolue. Et pour s'assurer qu'ils deviennent super riches après leur match, elle a contracté un prêt, en mettant la maison de la guilde en garantie. Ainsi, s'ils gagnent, leurs vies seront changées à jamais, et personne ne parlera plus d'eux, comme d'une guilde minable qui était autrefois bonne, une chance unique à saisir. Ray demande ce qui se passerait s'ils perdaient, et la petite répond que cela n'a même pas d'importance, car s'ils perdaient, ils auraient Soudain, de elle est toute façon tout interpellée par un perdu, homme qui n'est donc le autre que risque Géo. c'est elle-même, le chef de la Quoi guilde qu'il de la arrive. Lame Noire, qui commence à rabaisser la petite et explique que c'est lui qui a tiré quelques ficelles pour que le tout premier match soit entre leur guilde une manœuvre calculée. Ce sera un combat facile pour eux, qu'ils sont sûrs de gagner, et en plus, ils pourront complètement éteindre les dernières braises de la guilde, qui était autrefois la meilleure. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, car si elle parvient à gagner, cela signifierait qu'elle a la meilleure guilde. Mais cela n'arriverait que si elle réussit à vaincre leur épéiste de rang A, ce qui est peu probable. Mais avec un perdant sans classe dans leur équipe, cela ne semble pas probable du tout. Sur ce, il rit de sa propre ingéniosité et leur souhaite bonne chance avant de s'éloigner.
Bientôt, ils entrent dans l'arène, où Errol réalise que Géo lui-même ne semble pas combattre et se demande si cela augmente leur chance de gagner, une lueur d'espoir. Mais Ray lui dit que toute leur équipe est de rang A, donc cela n'a pas d'importance. De plus, leur composition actuelle semble plus agressive que d'habitude. Finalement, l'heure du combat arrive et l'annonceur présente les concurrents sous les acclamations de la foule. Du côté des lames noires, un garçon aux cheveux verts, de la classe des screamers, est envoyé en avant, qui déclare avec arrogance qu'il vaincra toute l'équipe adverse sans la moindre difficulté apparente. Alors que le commentateur est surpris de voir que du côté des crocs de dragon, Errol, l'épéiste sans classe, va combattre, le jeune escrimeur semble désintéressé, car peu importe la rapidité avec laquelle il vaincra un idiot sans classe. Mais il décide de le faire quand même, car ensuite il pourra affronter les filles, ce qui est plus stimulant. Le match commence, et en quelques secondes, l'escrimeur fonce et poignarde Errol à travers la poitrine, surprenant tout le monde par sa vitesse fulgurante. Mais tandis que la petite s'inquiète pour Errol, Ray lui dit de regarder attentivement, car il s'avère que ce n'était qu'une simple ombre d'Errol, une illusion parfaite. L'escrimeur semble surpris, mais cela ne le déconcerte pas. Il se retourne et fonce à nouveau, pour ne trouver qu'une autre image rémanente. Il réalise que cela ne va pas se terminer aussi vite qu'il l'aurait espéré, car il est entouré d'images d'Errol, une situation déroutante. Mais cela ne lui importe pas, car il prévoit d'utiliser sa vitesse pour les poignarder tous. Les images rémanentes attaquent toutes en même temps, et l'escrimeur les transperce toutes, pour finalement être poignardé par le véritable Errol, qui a réussi à produire 3 images rémanentes, ce qui est censé être extrêmement difficile à réaliser. L'escrimeur tombe au sol, et le match est terminé, juste comme ça. Errol affirme que sa mère s'entraînait avec lui en utilisant 5 images à la fois, et que c'était elle qui y allait doucement. Le commentateur est choqué, alors que le public éclate en acclamation pour le candidat sans classe, une surprise générale. Il réalise que même s'il a essayé exactement la même technique que le jeune escrimeur, la sienne n'était pas aussi raffinée, ce qui signifie qu'il devrait y travailler encore plus. Le prochain match qu'Errol affronte est contre un manieur de 2 armes qui attaque avec un barrage constant de coups d'épée, mais Errol parvient à tous les bloquer avant d'utiliser l'attaque de la double entaille pour terrasser son adversaire, avec une efficacité redoutable. Avec 2 adversaires à terre, le prochain qu'il affronte s'avère être un manieur de dague à prise inversée, plus prudent dans ses mouvements et utilisant un tas de techniques d'arts martiaux en plus de sa lame, ce qui le rend plus imprévisible. Mais cela ne servait à rien, car Errol est trop rapide pour lui et le déroute avec ses images rémanentes avant de le frapper par derrière. Ray et Loli sont toutes deux choquées par le fait que cet homme vient de vaincre 3 épéistes de rang à sans transpirer, en un temps record, ce qui remplit la petite d'espoir de réellement gagner le match. Une perspective inattendue. Le match suivant s'avère un peu plus difficile, car il est opposé à un épéiste au bouclier, réputé pour sa robustesse. Et comme Errol ne peut pas porter de coups critiques, il est contraint de danser autour et d'user lentement sa protection, petit à petit, avec patience et stratégie. Son adversaire lui crie qu'il ne peut pas être une personne sans classe, mais Errol répond que tout ce qu'il a accompli l'est par un travail acharné et rien d'autre. Le brute lui dit que le travail acharné ne le mènera pas très loin face au talent, alors qu'il fonce avec sa compétence de coup de bouclier, une attaque puissante. Mais Errol parvient à utiliser l'une des techniques emblématiques de sa mère, la prescience, en prédisant les mouvements de son ennemi et en réussissant à faire tomber le bouclier d'un coup de pied. Il ramasse ensuite le bouclier et commence à avancer. Le brute s'enrage, dernier tente d'attaquer, mais Errol parvient à parer avant de donner un coup de pied et d'utiliser le même coup de bouclier pour anéantir son adversaire avec une précision mortelle. Les gens commencent à protester et à le traiter de menteur qui ne divulgue pas son rang et sa classe. Alors les organisateurs apportent sa carte d'identité de classe vers la boule de cristal magique et diffusent en direct qu'il est bel et bien une personne sans classe, ce qui est une révélation. Cela étant réglé, le prochain adversaire est annoncé et il semble être différent. Cet épéiste s'appelle Masamune et il s'avère être de la lignée des samouraïs de l'Est, avec une épée courbe appelée katana, une arme redoutable et élégante. Avant même que Masamune ne sorte son épée, Errol sent le danger et se prépare. Sachant que ce combat ne sera pas aussi facile que les autres, il réalise que Masamune prévoit d'utiliser sa compétence ultime, et comme un serpent, il attend le moment propice pour frapper, avec une patience mortelle. Mais Errol est curieux. Alors il avance, se mettant en danger. Au moment où il entre dans la portée de l'épéiste, Masamune dégaine son épée vers Errol, mais d'une manière ou d'une autre, Errol est plus rapide et disparaît derrière lui avec une agilité incroyable. Masamune est choqué, mais Errol lui dit qu'il est véritablement la personne la plus rapide qu'il ait vue en ville, mais malheureusement pour lui, sa propre mère était bien plus rapide, donc il y est habitué, ce qui est un avantage certain. Sur ce, il utilise la compétence ultime de la princesse épéiste, poignardant son ennemi plusieurs fois, le vainquant. Avec cela, tout le monde est choqué et réduit au silence, car le membre de la guilde prétendument la plus faible vient de balayer les membres les plus forts des guildes les plus puissantes, un exploit incroyable. Errol s'éloigne vers Ray et la petite, se sentant satisfait du fait qu'il devrait avoir gagné assez d'argent pour maintenir la guilde en activité. Ce soir-là, lorsqu'ils sont rentrés à la maison de la guilde, ils ont immédiatement commencé à célébrer avec des boissons à profusion, dans une ambiance joyeuse. Errol était toujours choqué par le fait que la petite était assez âgée pour boire, mais elle affirmait être une femme adulte. Même si elle semble un peu petite, elle n'arrive toujours pas à croire qu'Errol est vaincu à lui seul. 5 épéistes de rang A de la meilleure guilde du pays, tout seul, un véritable prodige.
Elle décide qu'elle doit essayer de le séduire car il est son billet pour sortir de la pauvreté et de l'obscurité. Elle tente de lui demander sa main en mariage, affirmant qu'elle peut satisfaire tous ses désirs. Mais Errol est un véritable Sigma, et la rejette catégoriquement, affirmant qu'il préférerait plutôt quelqu'un comme Ray, sans hésitation. Cela fait immédiatement rougir Ray, qui se lève de son siège, criant à Errol d'arrêter de dire des bêtises pareilles, juste parce qu'il veut repousser la petite. En y réfléchissant, il lui demande pourquoi elle penserait qu'il se moque d'elle, et elle répond que quand ils étaient jeunes, il l'avait traité d'homme pendant le combat à l'épée, un souvenir douloureux. Elle affirme que quiconque l'a rencontrée a dit qu'elle n'avait aucun charme féminin, mais Errol peut voir 2 grands charmes féminins juste devant lui et se permet de ne pas être d'accord. La petite réalise que Ray n'a absolument aucune idée de sa plus grande force et de la façon exacte dont elle pourrait l'utiliser, donc elle n'a pas vraiment besoin de s'inquiéter pour elle, ce qui est amusant. Sur ce, elle commence à frotter les jambes d'Errol, affirmant qu'il doit être fatigué de tous les combats de la journée, et lui dit de la rejoindre dans la chambre. Ray est immédiatement embarrassée, disant à la petite d'arrêter de dire des choses étranges, mais la petite sourit sournoisement, affirmant qu'elle va juste lui offrir un massage bien mérité après une journée épuisante, rien de plus. À sa surprise cependant, Errol répond qu'il préférerait un massage de Ray. Son idée d'un massage était de se faire tabasser par Ray sur le terrain d'entraînement alors qu'il essaie de maîtriser la magie de renforcement que Ray utilise si facilement grâce à sa classe et ses compétences. Une méthode d'apprentissage peu orthodoxe. La petite observe depuis le balcon, se demandant si Errol a la moindre idée de ce qu'est réellement un massage. Le vacarme constant finit par réveiller le père de Loli, qui descend sur le terrain d'entraînement, complètement ivre, se plaignant du bruit, affirmant qu'ils n'ont pas besoin d'exprimer leur frustration d'avoir perdu le tournoi avant même qu'il ne commence, au milieu de la nuit, une situation cocasse. La petite, cependant, lui dit qu'ils ont en fait gagné leur match, qui était contre la meilleure guilde actuelle. Cela attire son attention, mais il pense que la Lame Noire a dû envoyer ses novices de rang B ou C comme chair à canon, une supposition logique. Mais la petite le surprend encore plus en disant que tous leurs adversaires étaient de rang A. Et non seulement cela, mais Errol les a tous vaincus seuls, sans aucune aide. Cela sort son père de sa gueule de bois, le laissant stupéfait. Alors qu'il regarde Errol, meurtri et malmené, se demandant si ce gamin est vraiment si fort, la petite affirme qu'elle a fait un tas de paris, et parce qu'Errol a balayé l'équipe ennemie, elle a décroché le jackpot. Maintenant, non seulement ils sont sortis de leurs dettes, mais ils ont aussi assez d'argent pour couvrir leurs coûts d'exploitation, une victoire financière éclatante. Son père cependant n'est pas si optimiste, affirmant que si par chance ce gamin est réellement si fort, il serait bientôt débauché par des guildes plus grandes, plus influentes et plus riches. Elle ne devrait donc pas se faire trop d'illusions, car la réalité est souvent dure. Loli lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle va bientôt épouser Errol, ce qui signifie qu'ils seraient liés pour la vie. Errol annonce qu'il ne fera rien de tel, mais tourne bientôt son attention vers son père, affirmant que Loli est peut-être une idiote bornée, mais au moins elle n'est pas une perdante qui abandonne tout, ce qui est une qualité. C'était une pique claire envers le père de Loli qui le regarde dangereusement, mais Errol ne comprend pas l'allusion, et continue en disant qu'il devrait arrêter de se lamenter et commencer à agir plus de son âge, puisqu'il lui reste encore une main et qu'il peut manier une épée avec cette main, une capacité précieuse. Cela déclenche son père, qui saisit immédiatement Errol par le col, lui disant d'éviter de parler de sujets dont il n'a aucune idée. Il dit à Errol qu'un épéiste à 2 armes qui ne peut pas manier 2 armes n'est rien d'autre qu'un gaspillage d'oxygène, une déclaration cinglante. Errol affirme qu'il n'est pas d'accord, car il est lui-même un épéiste sans classe qui continue de concourir et d'essayer de s'élever dans ce monde. Sur ce, son père le repousse et remonte à l'étage. Loli et Ray viennent immédiatement aux côtés d'Errol, lui demandant s'il va bien, et Loli s'excuse pour le comportement de son père, tout en remerciant Errol d'avoir parlé, avec courage. Errol affirme que même après avoir perdu son bras et être resté inactif si longtemps, son père est toujours incroyablement fort, et c'est un gâchis qu'il refuse d'utiliser sa force et son expérience incroyable, un potentiel inexploité. Il pense à toutes les compétences géniales qu'il pourrait apprendre d'un épéiste à 2 armes, et se promet de motiver Rod, le père de Loli, à reprendre l'épée une fois de plus. Loli entend parler de son désir d'apprendre de nouvelles compétences et lui suggère d'affronter certains des donjons près de la ville, une idée audacieuse. Errol est complètement ignorant des donjons, alors Ray lui explique que les donjons sont des grottes souterraines où les monstres apparaissent par centaines et où tout l'endroit est rempli de pièges, ce qui en fait l'un des meilleurs endroits pour apprendre de nouvelles compétences et monter de niveau avec plus d'expérience de combat réel, ce qui les aiderait pendant la Coupe du Dieu de l'Épée, une préparation essentielle. Errol n'a aucune idée de ce dont elle parle, alors elle explique que la ville organise chaque année un tournoi où les meilleurs épéistes du pays participent pour montrer leurs compétences et prouver qu'ils sont le meilleur épéiste du pays, un événement prestigieux et très attendu. La petite sort immédiatement un formulaire et dit à Errol de le remplir s'il veut participer. Mais à l'horreur de Ray, il le déchire juste devant elle. Ray est confuse et demande s'il ne veut pas participer au concours, une réaction inattendue. Mais Errol répond que Loli essayait de le duper et lui a donné un certificat de mariage à signer à la place. La petite rit, affirmant qu'elle ne faisait que tâter le terrain, mais Errol en a assez d'être un gentil garçon, et la saisit dans un étranglement arrière pour lui donner une leçon, avec fermeté. Le lendemain matin, Errol se réveille et trouve Loli essayant de l'agresser, mais il l'esquive et l'attache au lit avant de partir. Plus tard ce jour-là, ils se dirigent tous ensemble vers les donjons,
où Loli explique que tout le monde peut se tenir dans les cercles de téléportation, à travers lesquels ils peuvent se téléporter au niveau de donjons qu'ils souhaitent, mais on ne peut aller qu'au niveau où l'on est déjà allé auparavant. Une règle importante. Loli affirme qu'elle a atteint le niveau 12, tandis que Ray a atteint le 14. Errol décide immédiatement d'accompagner Ray au 14e niveau, mais Loli affirme que cela ne fonctionne pas comme ça, et qu'il doit être physiquement présent à ce niveau pour pouvoir y retourner, une contrainte inattendue. C'était une déception car Errol voulait combattre les monstres les plus forts qu'il pourrait trouver dès le début. Mais la petite lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle connaît un chemin très court qui les mènera très rapidement aux étages inférieurs, une solution pratique. Ils acceptent le plan, mais la petite essaie de se retrouver seule avec Errol, affirmant que Ray peut continuer sa course au niveau 14 puisque Errol n'aurait pas besoin de 2 guides, et commence à l'entraîner loin avec une intention claire. Mais Errol n'est pas si facilement manipulable et demande à Ray de les accompagner. Ils pénètrent au premier étage où ils sont immédiatement assaillis par 2 chevaliers en armure. Errol dégaine son épée et commence à se battre avec l'un d'eux, tandis que Ray s'occupe de l'autre, sans hésitation. Il est surpris de constater que, même avec des armures lourdes, le chevalier se déplace avec une agilité incroyable, mais ce n'est rien qu'il ne puisse gérer. Alors il utilise son pas éclair et décapite le chevalier, seulement pour réaliser que l'armure entière est vide et est alimentée par le mana du donjon lui-même, une découverte étonnante. Le chevalier se remet à bouger même sans sa tête, et Ray affirme qu'ils n'ont aucune faiblesse réelle et ne ressentent pas la douleur non plus. Alors Errol décide de viser les jambes, ce qui fonctionne à merveille, car les chevaliers magiques s'effondrent au sol sans pouvoir se relever. Ray s'occupe également de son adversaire, affirmant qu'ils vont bientôt se régénérer, donc ils doivent avancer. Avant d'aller plus loin, Errol demande à Loli quelle est sa classe, et elle déclare très fièrement qu'elle est une escrimeuse, et promet de lui enseigner tout ce qu'il veut, que ce soit sur le terrain d'entraînement ou bien au lit. Il la rejette une fois de plus et continue son chemin. Avant d'entrer au 2e niveau, ils entendent des cris d'aide provenant de la porte, et en s'approchant, ils trouvent un homme couvert de sang. Agenouillé sur le sol et implorant de l'aide, Ray suggère de le ramener à la surface. Mais l'homme refuse, affirmant que ses amis sont toujours à l'intérieur et qu'ils ont été gravement blessés par un piège. Il les supplie de l'aider à secourir ses amis, mais Loli se met immédiatement au travail, demandant de l'argent en échange de son aide. À sa grande surprise, l'homme lui donne même une bonne somme de l'argent qu'il a gagné en jouant. Mais Errol sent que quelque chose ne va pas du tout. En marchant derrière l'homme, il remarque que chaque fois qu'il perdait du sang comme ça, il ne pouvait même pas s'asseoir seul sans eau bénite, et encore moins retourner dans une pièce dangereuse. Il réalise que le sang et les blessures sont complètement faux, mais décide de garder cette information pour lui, juste parce qu'il pense que cela pourrait mener à quelque chose d'intéressant et d'amusant. Une aventure. L'homme les conduit dans une pièce secrète, où ils trouvent une traînée de sang et une flaque au centre, avec une seule pièce d'or. La vue de la pièce attire immédiatement Loli, qui va la ramasser, quand un cercle de téléportation apparaît sous eux. Ray réalise que c'était un piège, tandis que l'homme leur sourit, affirmant qu'il avait été bien payé pour faire un travail aussi facile, sans effort. Mais à sa grande surprise, le cercle magique l'a téléporté avec les autres. Ils émergent tous à un étage que même Ray n'a jamais vu, ce qui signifie qu'il est encore plus bas que le 14e étage, mais sans aucun signe d'ennemi puissant pour l'instant, ce qui est étrange. Le gars qui prétendait être blessé tremblait de peur, balbutiant que c'est censé être l'étage le plus bas du donjon où l'on peut trouver le dieu de l'épée avancée. Soudain, un chevalier avec une armure enchantée arc-en-ciel apparaît devant eux, mais Loli refuse de croire à l'histoire de la classe du dieu de l'épée, que tout le monde pensait n'être qu'un mythe, une simple légende. Errol, cependant, réalise le danger dans lequel il se trouve et pousse immédiatement Loli à terre, alors que le dieu de l'épée envoie une entaille aérienne si puissante qu'elle brise les murs du donjon. Sans perdre de temps, le dieu de l'épée attaque Errol, qui parvient à peine à lever son épée à temps, bloquant l'attaque même s'il est projeté contre le mur, avec force. Il réalise qu'il n'a survécu à cela que grâce à l'entraînement magique qu'il a reçu de Ray. Il essaie de riposter à son adversaire, mais le chevalier est extrêmement rapide et utilise tous les mouvements avancés pour reculer avec une agilité surprenante. Sur ce, il sourit, affirmant que c'est une bonne occasion de se tester. Cela choque complètement son groupe, tandis qu'il utilise la même technique de pas divin pour réduire la distance et pousse l'attaque, frappant le chevalier avec un barrage de coups qui sont bloqués sans succès. Le chevalier est forcé de reculer, mais utilise une compétence qui augmente la gravité dans la pièce, forçant les autres au sol. Mais Errol maintient facilement sa posture, car il a déjà affronté la même chose quand il était plus jeune, s'entraînant contre sa mère, une expérience formatrice. Il utilisait toute sa force à l'époque juste pour pouvoir rester debout. Alors quand sa mère attaquait, il ne pouvait rien faire. Mais cette fois, c'est différent. Il utilise la pièce d'or pour annuler l'attaque, ce qui crée une petite ouverture, et Errol l'exploite à son plein potentiel avec une grande habileté. Utilisant l'une de ses capacités les plus puissantes, appelée Rupture Infinie, le chevalier se brise en morceaux après cette attaque, choquant toutes les personnes présentes dans la pièce. Il retrouve ses forces avec de l'eau bénite, puis ils sortent tous du donjon en toute sécurité grâce au sort de téléportation, sans encombre. De retour au bar, Rod buvait à nouveau quand il surprend une conversation entre 3 jeunes idiots, parlant de la façon dont ils ont piégé les nouveaux membres de la guilde de la Croque du Dragon, et qu'ils ne reviendront très probablement jamais, c'est certain. Rod s'approche d'eux et brise leur table d'un seul coup de poing, leur ordonnant de révéler tout ce qu'ils savent. Mais il est interrompu par Jorg,
qui le traite d'ivrogne bon à rien. Rod réalise immédiatement que cela a dû être orchestré par Jorg, ce qui signifie que les chances de survie de sa fille sont minces, voire inexistantes. Complètement brisé, il se jette sur Jorg, mais est repoussé comme un paysan, tandis qu'il s'agenouille au sol, souhaitant pouvoir sauver sa petite fille. Mais une voix soudaine venant de la porte attire son attention, et il se retourne pour voir Loli. À sa grande surprise, accompagnés d'Erol et Ray, ils entrent dans la taverne, parlant de leur faim. Loli remarque son père et l'horrible Jorg, mais est surprise quand Rod la serre fort dans ses bras, remerciant Dieu d'avoir veillé à ce que sa fille soit en sécurité, saine et sauve. Ray interpelle Jorg, affirmant qu'ils ont obtenu toutes les informations de son acolyte, qui a avoué que tout était le plan de Jorg. Mais comme tout politicien, il refuse catégoriquement de l'admettre, affirmant que chacun est responsable de sa propre sécurité dans les donjons, et Erol pense que c'est un point valable, une observation pertinente. Rod dit à Jorg qu'il ne s'en tirera pas comme ça, mais Jorg le traite simplement d'ivrogne, bon à rien, une épave, et quitte la pièce, tandis qu'Erol se demande à quel nouveau stratagème il devra faire face maintenant, dans le futur. Quelques jours passent, et maintenant Loli reçoit un parchemin, qui contient tous les tableaux préliminaires du tournoi. À son horreur, elle se retrouve dans le même tableau qu'Erol, ce qui brise immédiatement son moral, car cela signifie qu'elle n'a absolument aucune chance de gagner les préliminaires et de représenter réellement sa guilde dans le tournoi principal, c'est une certitude. Erol est un peu confus quant au concept des préliminaires, alors Ray lui explique que puisque le tournoi du dieu de l'épée inspire et attire un si grand nombre d'épéistes aspirants, il est presque impossible de tous les faire participer au tournoi principal, c'est une évidence. La ville organise donc les préliminaires avec différents tableaux basés sur un lancer de dés. C'est une question de pure chance de savoir qui affronte qui dans le tableau, et le vainqueur de chaque tableau obtient un billet direct pour le tournoi principal, sans autre formalité. Erol vérifie le parchemin que Ray lisait, et remarque qu'elle est dans un groupe différent du sien. Elle remercie le ciel pour cela, car elle n'aurait de toute façon aucune chance face à Erol. Elle commence à prier le dieu de l'aider à passer les préliminaires, sans trop de problèmes, avec succès. Pendant qu'Erol se moque d'elle, pour ses problèmes avec son père, Loli les interrompt, affirmant qu'ils doivent retourner dans les donjons pour s'entraîner. Mais Erol est trop ennuyé par les donjons à ce stade et veut s'en aller, partir d'ici. Loli essaie cependant de faire la mignonne, lui disant qu'elle a besoin d'un homme fort pour la défendre au cas où les choses tourneraient mal. Mais réalise à quel point Loli est pathétique et prévoit de lui apprendre une chose ou deux sur l'indépendance, sur la vie. Mais avant qu'il ne puisse partir, Rod apparaît dans la pièce, agissant de manière un peu trop dramatique, alors qu'il attrape sa fille, lui disant d'être extrêmement prudente, car ils ne savent jamais quand Jorg décidera de frapper à nouveau. Loli pouvait voir la peur dans les yeux de son père, alors elle a solennellement accepté de jouer la sécurité avant de sortir, avec prudence. Rod se retourne et trouve Erol, le jugeant silencieusement, mais Rod affirme qu'il a encore le temps de se ressaisir et d'être un père plus protecteur pour sa fille. Erol, cependant, sourit simplement, affirmant qu'il n'est jamais trop tard pour être une bonne personne, et s'en va, sans un mot de plus. Quelques semaines passent, et enfin le jour des préliminaires arrive. Les matchs commencent, tandis que le public acclame depuis les remparts, alors que les combattants s'affrontent dans une rafale d'étincelles et de coups d'épée, avec une grande intensité. Lentement mais sûrement, le groupe commence à s'éclaircir à mesure que les gens sont éliminés, et même Loli perd son match avant même de rencontrer Erol. Elle rumine dans un coin, triste des résultats, car elle espérait au moins atteindre les finales cette fois-ci, c'est une déception. Mais Erol ne se soucie pas de ses sentiments, affirmant qu'elle s'inquiétait sans raison de ne pas gagner les préliminaires parce qu'ils étaient dans le même tableau, puisqu'elle aurait de toute façon perdu. Cela rend Loli encore plus triste qu'avant, c'est certain. Mais elle se ressaisit et lui dit de rester sur ses gardes, même s'il est vraiment fort, car l'autre finaliste de leur groupe a des tours spéciaux dans sa manche. Erol, cependant, ne semble pas trop dérangé, et répond qu'il a déjà vu presque tous les tours lors de ses combats à l'intérieur des donjons, donc il doute que cet adversaire le surprenne. Pas du tout. Loli, cependant, n'est pas si sûre, car elle répond que cette épéiste rousse est en fait une épéiste magique, qui peut utiliser ses sorts magiques pour renforcer ses épées avec du mana et une puissance supplémentaire, ce qui est un avantage certain. C'était intéressant, car Erel ne s'attendait pas à ce que la ville autorise l'utilisation de la magie dans un tournoi basé sur le fait d'être le meilleur épéiste. Loli répond que peu importe votre classe, il suffit de faire partie d'une guilde pour participer au tournoi, c'est la seule condition. Sur ce, l'annonceur appelle Erol, et Loli lui souhaite bonne chance. Il monte sur l'arène et se retrouve face à la fille rousse, qui lui dit directement qu'elle est une épéiste magique, et que c'est une classe acceptée, sans discussion possible. Alors elle ne veut pas l'entendre se plaindre et gémir que le combat était injuste à cause de sa magie. Erol lui dit directement que cela ne le dérange pas, et que le meilleur combattant gagnerait le match. Sur ce, l'annonceur lance le match, et immédiatement la fille rousse commence à lui lancer des boules de feu, sans attendre. Erol fait une esquive à la Matrix, et esquive les attaques, une par une, tout en déviant et en tranchant le reste. L'épéiste magique semble cependant avoir une réserve de mana infinie, alors qu'elle continue son barrage, mais Erol esquive et se faufile à travers les attaques pour se rapprocher et l'affronter de près, avec détermination. Il essaie immédiatement de la frapper, mais la fille parvient à le bloquer tout en utilisant une autre boule de feu pour le repousser. Erol commence à se faire une idée de ses compétences et commente qu'il doit être assez pratique de pouvoir passer des attaques de près aux attaques à longue portée à volonté, c'est un avantage certain. Elle se vante d'être douée et qu'un perdant sans classe comme lui ne pourrait jamais la vaincre. Mais Erol répond
qu'elle n'est maîtresse d'aucune de ces deux disciplines, même si elle connaît les bases des deux, ce qui est une lacune. Cela l'énerve vraiment, et elle promet de lui faire ravaler ses mots alors qu'elle utilise sa magie pour imprégner le feu dans sa lame, en faisant une épée flamboyante, affirmant que seule une personne de la vraie classe d'épéiste magique peut manier quelque chose comme ça, avec une telle puissance. Sur ce, elle balance son épée, faisant en sorte que la flamme poursuive Errol, qui l'esquive calmement et la tranche. Mais même lui a du mal à comprendre d'où viendra la prochaine attaque à cause de ses mouvements erratiques. Il reconnaît son talent, affirmant qu'elle a dû beaucoup s'entraîner, c'est évident. Mais bientôt il se tient immobile et lui montre ce qu'est la véritable maîtrise en déviant les attaques de flamme sans bouger d'un pouce de sa position. Il affirme que même si son escrime de base était meilleure que celle de Loli, elle aurait pu être tellement plus efficace et redoutable avec plus de pratique. Mais à ce niveau, elle est à peine meilleure que les PNJ. Cela embarrasse complètement la fille, et alors qu'elle perd son sang-froid, Errol utilise cette opportunité pour lui envoyer une double entaille qui éteint complètement sa flamme, la choquant profondément. Avant même qu'elle ne puisse comprendre ce qui venait de se passer, il utilise son pas éclair pour apparaître derrière elle et la frappe à la tête avec son pommeau, l'assommant. La foule éclate en acclamation alors que les juges annoncent Errol comme le vainqueur du 4e bloc avec brio. Mais tout ce à quoi il pensait, c'était comment maîtriser et appliquer les compétences qu'il venait de voir cette fille utiliser. Quelques jours passent après cela, et enfin le jour du tournoi final arrive. Loli retourne à la guilde pour réveiller son père, insistant pour qu'il regarde le tournoi avec elle, afin qu'il puisse encourager Errol et Ray qui ont tous deux remporté leur bloc et sont dans le tournoi principal, c'est une grande étape. Son père n'ouvre même pas les yeux et lui dit d'y aller seul. Comme il ne s'en soucie pas vraiment, Loli essaie de le provoquer, lui demandant s'il a peur de voir Jorg là-bas. Dans l'arène, Rod est immédiatement provoqué, lui disant qu'il n'a pas peur de Jorg, mais il reprend vite ses esprits, et dans un moment de vulnérabilité, il dit à sa fille qu'il a essayé de prendre son épée hier, et il a réalisé qu'il est tellement rouillé à ce stade qu'il pourrait même ne pas gagner le tournoi du dieu de l'épée, c'est une triste réalité. Cela met Loli hors d'elle, elle qui n'a même pas pu se qualifier pour les préliminaires, et encore moins rêver de gagner le tournoi du dieu de l'épée, tout en se traitant de rouillé. Elle lui dit qu'il devrait plutôt penser à comment il peut encore rivaliser avec les combattants en finale des tournois, alors que d'autres épéistes qui se sont entraînés toute leur vie ne peuvent même pas se qualifier au premier match. C'est une honte. Finalement, Rod accepte d'y aller et en chemin vers le stade, il pense à la façon dont il a entraîné Ray quand il avait encore ses deux bras au lieu d'être un désastre à un bras. Il repense à ces moments avec chaleur et se demande comment Ray se comporterait, car elle est sa plus ancienne élève à ce stade, et il est vraiment très lié à elle, c'est une relation forte. De retour au tournoi, Ray semble perdre ses nerfs alors qu'elle secoue ses jambes avec anxiété. Regardant le sol, elle est surprise par Errol qui lui demande si elle a peur qu'ils se rencontrent dès le tout premier match. C'est une question directe. Cela semble lui faire oublier ses peurs alors qu'elle essaye de le frapper. Mais Errol attrape son coup de poing juste au moment où les juges annoncent que le premier match sera Jorg, le champion en titre, contre Errol, le phénomène sans classe qui surprend tout le monde avec son parcours sans défaite jusqu'à présent. C'est impressionnant. Il se lève pour partir, mais Ray lui attrape la main, lui souhaitant bonne chance. Sur ce, Errol entre dans l'arène où Loli l'interpelle, lui disant de botter le cul de Jorg et de le déchirer en 64 morceaux, sans pitié. Mais au moment où Errol aperçoit Jorg entrer dans l'arène, il réalise immédiatement que quelque chose ne va pas. Les yeux de Jorg sont devenus violets, il a des crocs et une corne, on dirait qu'il vient de vendre son âme au démon, c'est effrayant. Les sens d'araignée d'Errol commencent à picoter alors qu'il réalise que ce type pourrait être dangereux. Mais Rod comprend immédiatement ce qui se passe. Il remarque l'épée que Jorg tient et avertit Errol de reculer, de se méfier. Comme il tient une épée avec un démon très puissant piégé à l'intérieur, la voix de Jorg semble différente alors qu'il prend la parole, affirmant qu'il ne pensait pas que quelqu'un le reconnaîtrait. Loli est confuse, car Jorg devrait savoir qui est Rod, mais Rod répond que le démon lui-même semble avoir possédé Jorg à ce stade, ce qui signifie que Jorg n'a le contrôle de rien du tout, c'est une possession complète. Rod affirme que l'épée est censée être l'épée originale utilisée par le dieu de l'épée qui a vaincu le roi démon. Mais avant de mourir, le démon a maudit l'épée, à cause de quoi elle était censée être enfermée dans le dépôt royal, pour l'éternité. Le démon sourit, affirmant qu'il a été scellé pendant des centaines d'années, mais il est resté patient car il savait qu'un jour, quelqu'un viendrait le libérer et réclamerait le pouvoir pour lui-même. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Jorg. Comme prévu, il annonce à tout le monde dans le stade qu'il est le démon nommé Gelda, le destructeur de l'humanité. Cela fait même sortir Ray, qui affirme qu'elle a toujours pensé que Gelda n'était qu'un mythe, une légende pour effrayer les enfants. Le démon qui est devenu assez puissant pour détruire la planète entière elle-même, c'est terrifiant. Le chaos et la peur s'ensuivent, alors que les roturiers reconnaissent son nom et commencent à fuir le stade, provoquant une bousculade. Gelda, cependant, apprécie le son des humains hurlant pour leur vie et ne va pas les laisser s'échapper si facilement, sans résistance. Alors il crée un cercle magique sous lui, couvrant tout le stade d'un dôme d'énergie magique, capturant et enfermant les gens à l'intérieur. Il rit de l'horreur qu'il provoque, affirmant que les cris des humains sont comme de la musique à ses oreilles, et il va en profiter tout en les massacrant tous, sans exception.
À sa surprise, Errol ne bouge pas de sa position, et a même son épée dégainée. Gelda lui dit de fuir pour sa vie, mais Errol affirme qu'il est confiant de pouvoir le battre, puisqu'il a déjà été battu une fois, ce qui signifie qu'il n'est pas invincible, c'est une faiblesse. Le démon rit, affirmant que la dernière fois qu'il a été vaincu, c'était par un dieu de l'épée, et selon la mémoire de Jorg, il n'y a pas de dieu de l'épée vivant à ce moment-là. Errol rétorque qu'il y a toujours un dieu de l'épée vivant, qui est sa propre mère, et qu'il peut toujours le vaincre sans être un dieu de l'épée lui-même, c'est une certitude. Le monstre ne peut s'empêcher de rire, mais bientôt son rire s'arrête, alors qu'Errol se précipite pour une attaque, forçant le démon à reculer avant de contre-attaquer. Errol esquive les attaques avec agilité, tandis que le démon reste là, choqué, réalisant que ce garçon vient d'utiliser la technique du pas divin, que seuls les dieux de l'épée utilisent, c'est incroyable. Errol cependant ne s'arrête pas, et continue d'utiliser cette technique, attaquant le démon depuis plusieurs positions. Mais le démon sourit simplement, affirmant qu'Errol a oublié qu'il est dans le corps d'un empereur de l'épée, ce qui signifie que les attaques d'Errol ne lui causent pas beaucoup de dégâts, pas du tout. Sur ce, le démon saute et frappe Errol à l'épaule, le projetant au sol, pensant que le garçon est fini. Il est choqué cependant quand la poussière se dissipe, car Errol semble avoir absorbé l'attaque sans trop de dégâts grâce à son entraînement avec Ray, c'est surprenant. Cela secoue un peu Gelda qui se lance à l'attaque, mais Errol le repousse calmement, avant de contre-attaquer avec sa propre attaque de rupture infinie, tailladant et hachant le démon depuis plusieurs directions, le submergeant complètement dans une rafale d'attaque sans lui laisser de répit. Cela déclenche le SSPT de Gelda, car il ne doute pas qu'Errol utilise toutes les attaques d'un dieu de l'épée. Mais il ne peut pas croire qu'un simple garçon puisse être un épéiste de ce niveau. Avant qu'il ne puisse élaborer un plan, Errol utilise une puissante entaille pour achever le démon, qui tombe au sol dans un nuage de poussière, vaincu. Tout le monde acclame Errol, pensant qu'il a vaincu le dieu démon. Mais Gelda n'était pas encore mort, car son corps réel était toujours l'épée, et tous les dégâts avaient été infligés au corps de Jorg. Il commence rapidement à chercher un nouvel hôte et saute immédiatement vers Rod, avec une intention maléfique. Errol parvient à écarter Ray du chemin, tandis que Rod saute devant sa fille pour la protéger. Lorsque la poussière se dissipe cependant, Rod se tient là, avec l'épée démoniaque à la main, et attrape Loli, plaçant la lame sur sa gorge. C'est une scène terrifiante. Errol se maudit de ne pas avoir réalisé qu'il devait attaquer l'épée, et non le corps de Jorg pour le vaincre. Mais il est trop tard maintenant. Il dit à Errol que s'il bouge d'un seul pouce, Loli est morte, sans aucun doute. Mais Errol se déplace librement, lui disant qu'il ne peut pas tuer Loli. Ray ne sait pas pourquoi il provoque un démon littéral, mais quand Gelda essaye de tuer Loli, la main refuse de bouger. Errol affirme que Rod est bien plus fort que Jorg ne l'a jamais été, donc le posséder ne serait pas si facile, c'est une évidence. Rod enfonce l'épée dans le sol, libérant Loli, tandis que Gelda essaie de riposter et de prendre le contrôle. Rod est cependant trop fort pour lui et parvient à se libérer de l'emprise du démon, jetant l'épée sur Errol, qui la tranche en poussière, tuant le démon une fois pour toutes, définitivement.